Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz des études littéraires. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec Thomas Fasi, un journaliste italien qui tient un excellent Substack et un compte Twitter X. Il y a quelques semaines, Thomas a publié un rapport important intitulé « Professeur de propagande. Comment le programme Show Money de l'UMOE corrompt le monde universitaire ». C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Thomas, bienvenue à nouveau. Salut Pascal, merci de m'avoir invité encore une fois. Hi Pascal, thanks for having me again. C'est un plaisir. Merci d'être à nouveau en ligne et merci d'avoir rédigé ce excellent rapport qui, pour la plupart des gens, est sans doute, et c'est bien compréhensible, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car vous avez vraiment analysé en détail la manière dont l'UMOE gère tout un programme académique avec des lignes directrices et des objectifs très clairs, et ainsi de suite. Pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus? Qu'est-ce exactement que le programme Jean Monnet? Right. So before I go into that, just I think it's important. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de préciser qu'il s'agit du troisième chapitre, ou volet, d'une série de rapports que je publie depuis un certain temps par l'intermédiaire du groupe de réflexion MCC Bruxelles, consacré à différents domaines du financement de l'UMOE. Mon premier rapport portait sur le financement de l'UMOE, principalement celui de la Commission européenne, aux ONG, et j'y ai découvert pas mal d'éléments intéressants. Mon deuxième rapport traitait du financement de l'Union PFNR aux médias, un sujet dont j'imagine la plupart des gens ignorent l'existence. Les montants considérables de financement direct provenant de l'UE vers les médias européens. Après avoir examiné les ONG et les médias, j'ai eu le sentiment qu'il ne restait plus qu'un seul pilier dans, disons, l'appareil idéologique du super-État européen. Et c'était bien sûr le monde universitaire. Et oui, évidemment, cela signifiait s'intéresser au principal programme européen de financement académique, qui est bien sûr le programme Jean Monnet. Toute personne ayant fait des études universitaires, surtout en Europe, mais pas uniquement, et ayant suivi des cours liés au financement ou au programme de l'Union européenne, l'aura certainement rencontré. Le programme Jean Monnet a été lancé en 1989. Il faisait partie du programme Erasmus, créé quelques années plus tôt. Et là encore, à peu près tous les Européens connaissent le programme Erasmus, qui vise essentiellement à promouvoir les échanges d'enseignement transfrontaliers. Le programme Jean Monnet a été créé quelques années plus tard. Et l'idée était qu'il s'agissait au départ d'un programme simplement destiné à promouvoir l'excellence dans l'enseignement et la recherche sur l'intégration européenne, ce qui en soi ne semble pas particulièrement inquiétant. Mais en réalité, déjà à l'époque, les documents de l'UEM décrivaient assez explicitement le programme comme un outil destiné à compléter le marché unique qui venait d'être lancé quelques années plus tôt, en 1985. On trouve plusieurs documents évoquant la nécessité de compléter ou d'intégrer ce marché unique par une identité et une conscience européenne unique. Une identité et une conscience européenne qui, à l'époque, n'existaient pas vraiment et que beaucoup affirment ne pas exister encore aujourd'hui, malgré toutes les tentatives pour en forger une. Mais il est clair qu'il avait alors été décidé que cette identité européenne, ou cette conscience européenne, devait être créée. Et le monde universitaire, pour des raisons évidentes, a été identifié comme l'un des outils permettant d'atteindre cet objectif. D'où la création du programme Jean Monnet, qui depuis s'est considérablement développé. Il est donc clair qu'il a été jugé comme un investissement rentable par les institutions et les bureaucrates de l'UMOE. Aujourd'hui, le programme canalise environ 25 millions d'euros par an vers des universités et des instituts de recherche à travers le monde, couvrant environ 70 pays. Il ne se limite plus à l'Union européenne comme auparavant. Selon les estimations de la Commission européenne,
il touche environ 500 000 étudiants chaque année. C'est donc un programme considéré comme ayant un impact significatif, ce qui explique pourquoi son budget ne cesse d'augmenter d'année en année. Comme je l'ai dit, il le considère clairement comme un investissement rentable. Et si l'on examine le programme lui-même, ce qui est curieusement quelque chose que, pour autant que je sache, personne n'avait vraiment étudié en profondeur avant moi, il est très clair que l'objectif de ce programme n'est pas, comme certains le prétendent, ou comme ses défenseurs l'affirmeraient sans doute, simplement de soutenir la recherche ouverte ou l'excellence académique, ou encore la recherche pour la recherche, ce qui est pourtant le rôle des universités. En réalité, il s'agit très clairement d'un programme visant à ancrer dans le monde universitaire des récits pro-UB, pro-intégration et de nos jours également pro-OTAN à travers divers cursus et disciplines. Et d'ailleurs, la Commission européenne est tout à fait transparente à ce sujet. Encore une fois, je n'ai pas vraiment eu besoin de... Exception tout ce qui est secret ou caché. C'est secret, seulement dans le sens où, lorsqu'on lit les documents, la Commission européenne est assez claire sur le fait que ce programme ne se limite pas à enseigner l'Union européenne. Il s'agit aussi de la promouvoir. Le terme « promouvoir » apparaît d'ailleurs assez souvent dans les documents concernés. Cette propagande intégrée prend différentes formes. Dans certains cas, elle est plus subtile. Elle peut se manifester sous la forme d'une hypothèse préexistante, jamais remise en question, selon laquelle l'intégration européenne et l'UE de manière plus générale sont intrinsèquement positives. Et cette hypothèse s'intègre dans divers cours, programmes et dans la manière dont ceux-ci sont présentés. Mais dans d'autres cas, le parti pris est vraiment très explicite. Et donc, vous savez, dans mes recherches, j'ai rencontré d'innombrables projets qui visent explicitement à promouvoir l'intégration européenne, à renforcer l'identité européenne, à faire respecter les valeurs de l'UE, quelles qu'elles soient, et même à contester la montée de l'euroscepticisme et des partis dits populistes. J'ai trouvé des cours qui évoquent la nécessité d'inverser les dynamiques de déseuropéanisation dans lui-même et au-delà, ainsi que des cours destinés à contrer, entre guillemets, la désinformation et la propagande anti-UMM, généralement présentée comme de la propagande russe. Et même plusieurs cursus, notamment dans les pays non membres de l'UE, mais aussi dans les pays candidats au premier rang desquels, comme on pouvait s'y attendre, l'Ukraine, comporte d'innombrables programmes visant à renforcer l'alliance euro-atlantique ou à favoriser l'intégration de pays comme l'Ukraine et d'autres dans l'Union européenne. Dans certains cas, cela passe même par un alignement progressif des structures réglementaires de ces pays sur le cadre réglementaire de lui-même. Il est très clair lorsqu'on examine ce programme qu'il ne s'agit pas simplement de promouvoir la recherche académique en tant que telle. C'est manifestement un programme destiné à intégrer et à ancrer ces récits pro-UMM, et plus largement, l'agenda pro-européen dans le monde universitaire. Et dans certains cas, c'est aussi très concret. Par exemple, en soutenant la thèse sur We think à un moment donné. Ainsi, il y a quelques années, plusieurs cours portaient sur l'agenda vert et la transformation numérique. Et aujourd'hui, on trouve de nombreux cours sur les soi-disant initiatives relatives à l'état de droit, puisque toute la question de l'état de droit est devenue un débat très vif au sein de l'UMA. Il est donc vraiment difficile de ne pas voir le programme Jean Monnet comme un autre outil de la machine de propagande de l'UMA, si l'on regarde la manière dont il est présenté dans les documents officiels. Je veux dire, je viens de parler des cours, mais il est intéressant de noter que les bénéficiaires des financements Jean Monnet, et en particulier les chaires Jean Monnet, considérés comme le plus haut niveau de professorat Jean Monnet, sont aujourd'hui environ 1 millier
répartis dans le monde entier. There are about 1,000 Jean Monnet shares spread out around the world today. 1,000? And documents, yeah, around 1,000. That's huge. And these are 1 millier? Oui, environ 1 millier. documents C'est énorme. Et dans les documents, il est explicitement indiqué qu'ils sont censés servir d'ambassadeurs de l'Union européenne. Ce mot ambassadeur revient très souvent dans les documents. Et je trouve que cela en dit long en soi, car la plupart d'entre nous ne penseraient pas que les universitaires ou les enseignants doivent être les ambassadeurs de quoi que ce soit en réalité. Ils devraient simplement être des ambassadeurs de la vérité, tout au plus. Mais de nos jours, si vous recevez de l'argent de la Commission européenne, on s'attend à ce que vous agissiez comme un ambassadeur de l'Union européenne et en fait comme un agent de sensibilisation pour l'Union européenne. Et ce ne sont pas des termes que j'invente. Ce sont des termes qui figurent dans les documents officiels. On n'attend pas seulement des professeurs qu'ils mènent des recherches en accord avec les priorités et l'agenda de l'UMOER. On attend aussi d'eux qu'ils diffusent ces recherches dans la société. Ils sont censés collaborer avec des ONG, interagir avec les médias. Et en réalité, beaucoup de ces professeurs sont très actifs dans le débat public. Ils écrivent des tribunes, passent à la télévision, donnent des interviews. Pendant par exemple la campagne du Brexit au Royaume-Uni, nombre des universitaires interviewés qui soutenaient une position pro-Euroboer et anti-Brexit étaient des professeurs Jean Monnet, même s'il était très rarement précisé que ces professeurs défendaient en fait l'institution pour laquelle ils travaillaient et par laquelle ils étaient rémunérés. Ce que certains pourraient considérer comme un léger conflit d'intérêts. Et puis, il y a des institutions de recherche entières, les soi-disant centres d'excellence Jean Monnet, et surtout les institutions dites désignées. Il y en a 7. La plus importante est l'Institut universitaire européen de Florence. Celles-ci peuvent être considérées comme les pôles de la propagande académique de l'UMOER. Et dans les appels à subventions eux-mêmes, il est indiqué que ces institutions sont censées maintenir un alignement continu et fréquent de leur enseignement avec les priorités politiques de l'UMOER. Donc encore une fois, je n'invente rien. C'est flagrant. C'est incroyablement flagrant. Quand on lit ces appels, on voit que si ces institutions veulent obtenir cet argent, et c'est une somme importante, elles doivent maintenir un alignement continu et fréquent avec les priorités politiques de l'UEB. Je veux dire, on ne pourrait pas le formuler plus clairement. Vraiment, ce qu'on attend d'eux, c'est pas de faire de la recherche. Ce qu'on attend d'eux, c'est de fournir une validation externe et soi-disant indépendante, en somme, de l'agenda politique de l'UMOER. Et donc, vous savez, je dirais que c'est exactement ce qu'est le programme Jean Monnet. C'est un bras de la vaste machine de propagande de l'UMOER, qui s'étend à plusieurs domaines et secteurs, y compris les ONG et les médias, et, de nos jours, de plus en plus, les réseaux sociaux également. Tout cela doit donc être compris comme des éléments d'une sorte de matrice ou de complexe, de propagande plus large, qui fonctionne de manière intégrée, je dirais. Oui, et une grande partie de tout cela revient au budget, n'est-ce pas? L'Union européenne dispose tout simplement d'un budget pour distribuer des fonds, pour collaborer avec des institutions médiatiques, avec des groupes de réflexion et avec des universités. Et bien sûr, il se renvoie l'ascenseur, n'est-ce pas? Oui, dans un cercle relativement large. Ce qui est choquant, c'est que cela ne se fait pas en secret, comme une partie cachée de l'agenda. C'est un aspect ouvertement déclaré, ce qui signifie aussi que les élites de l'UMOER qui dirigent ces programmes ne voient aucun problème à cela, n'est-ce pas? C'est simplement ce qu'il faut faire pour créer la résilience d'une démocratie. Je ne sais pas, c'est le mauvais mot sans doute, mais c'est probablement ainsi qu'ils le formulent
Oui, je veux dire, de toute évidence, de nos jours, tout est présenté comme des mesures visant à défendre la démocratie ou à contrer l'ingérence étrangère, généralement l'ingérence étrangère russe. Et cela est devenu en quelque sorte un chèque en blanc que les élites européennes se sont accordées pour justifier à peu près n'importe quoi, pour justifier toute forme de censure. La censure de nos jours est placée sous la bannière de la lutte contre la désinformation ou l'ingérence étrangère, même s'ils fournissent souvent très peu de preuves d'une ingérence réelle. Mais c'est ainsi que la censure est désormais présentée. D'autres fois, elle est formulée en des termes plus progressistes. C'est présenté comme une manière de lutter contre les discours de haine ou la discrimination envers les minorités ou autres. Mais il est clair que le but de tout cela, par exemple les politiques de censure que l'UMF a mises en place récemment, ainsi que le Digital Services Act, le DSA, qui est selon moi la forme la plus omniprésente et institutionnalisée de censure des réseaux sociaux que nous ayons aujourd'hui, du moins en Occident. Et oui, c'est ainsi que toutes ces mesures sont présentées. Mais en réalité, il est très clair que l'objectif est de contrôler le récit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, quand on observe comment se forme le récit, c'est un mélange de propagande et de censure. D'un côté, il faut amplifier le récit dominant. Et donc, lorsque nous pensons à, comme je le disais plus tôt, je pense qu'il est important de comprendre que lorsque nous parlons de propagande aujourd'hui, beaucoup de gens l'associent encore principalement aux médias traditionnels. Historiquement, cela a été le principal outil par lequel les gouvernements ont diffusé la propagande et promu leurs récits. Et de toute évidence, les médias restent très importants. Mais aujourd'hui, ils ne constituent qu'un élément d'une machine de propagande bien plus vaste. Comme je le disais, le rôle des médias est désormais d'établir le récit, de le relayer ainsi que les objectifs politiques qui le sous-tendent, de justifier ces objectifs et de fixer les limites du débat. Mais ensuite, par-dessus tout cela, il y a, par exemple, tout l'écosystème des think tanks. Puis il y a le monde universitaire. Ainsi, le rôle des think tanks et du milieu académique. Encore une fois, dans de nombreux cas, lorsque nous parlons de think tank, pratiquement tous les plus importants sont soit financés par l'État ou des structures para-étatiques, soit par des organisations dites philanthropiques alignées sur les élites. Et comme nous l'avons vu avec le programme Jamonet, une grande partie du monde universitaire aujourd'hui est également liée à des structures étatiques et para-étatiques et dépend de plus en plus de financements basés sur des projets. Le rôle de ces institutions est de fournir une validation externe, experte et professionnelle de ces politiques et de ces récits. Et puis, il y a les ONG. Le rôle des ONG est d'aller dans la société et de promouvoir ces récits depuis une position supposément indépendante. En réalité, leur rôle est de créer une demande artificielle, on pourrait dire politique, pour certaines politiques qui n'est pas du tout organique à la société. Mais encore une fois, elles offrent cette apparence de soutien indépendant à ces politiques. Lorsqu'on voit des dizaines, voire des centaines d'ONG réclamer X, Y ou Z, cela donne l'impression qu'il existe un soutien public organique, alors qu'il n'y en a généralement pas. Dans mon rapport sur les ONG, entre guillemets, et dans ces discussions, les guillemets ironiques sont vraiment obligatoires, car bien souvent ces mots ne reflètent pas du tout la réalité. Les ONG, par définition, c'est dans le terme, devraient être indépendantes de l'État et du gouvernement, des institutions non gouvernementales en somme. Mais en réalité, beaucoup de ces ONG dépendent fortement, voire entièrement, du financement public. Elles sont donc essentiellement des intermédiaires, en quelque sorte. Dans ce rapport, je parle de propagande par procuration, c'est ce que font les ONG. Et puis, il y a
eh bien c'est le volet propagande des choses. Mais ensuite, bien sûr, il faut aussi contrôler. Cela sert à marginaliser en quelque sorte à la source les récits dissidents, car cela amplifie artificiellement le récit dominant. Mais bien sûr, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui sortent et diffusent des récits alternatifs. Et c'est là que la censure entre en jeu. Donc au final, je pense que c'est ainsi que fonctionne aujourd'hui la propagande et la formation des récits. Il faut comprendre cela non seulement comme quelque chose qui concerne les médias, mais comme quelque chose qui se répand réellement dans toute la société. Et c'est vraiment assez effrayant, car on se rend compte à quel point toute cette infrastructure est artificielle. L'ensemble du discours public est complètement fabriqué de toutes pièces, à tous les niveaux. Je veux dire, il faut leur reconnaître qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts à contrôler le récit, car ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de dévouement, de combien de ressources ils y consacrent. C'est vraiment assez impressionnant. Et donc, au final, on se retrouve avec une illusion de consensus là où il n'y en a pas. C'est ainsi que fonctionne la propagande moderne aujourd'hui. Et oui, bien sûr, ils pensent que c'est entièrement justifié. Peut-être que certains d'entre eux le font vraiment de bonne foi, en pensant qu'ils défendent la démocratie contre des autocraties malveillantes. Mais je parierais que la plupart des gens, en particulier les plus hauts échelons, sont parfaitement conscients des raisons pour lesquelles ils font cela. Et ils le font principalement pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Je veux dire, c'est de cela qu'il s'agit. Cela a toujours été de cela qu'il s'agissait. Et c'est encore de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et bien sûr, aujourd'hui, nous savons que, surtout en Europe, mais aussi dans l'ensemble de l'Occident, les élites sont plus délégitimées que jamais auparavant dans l'histoire, je dirais. Nous vivons donc une époque très intéressante, en ce sens que les élites d'aujourd'hui sont très puissantes. Elles disposent de nombreux outils incroyablement sophistiqués, des outils de propagande, des outils de violence dont les élites précédentes ne pouvaient que rêver. Mais en même temps, ce sont les élites les plus délégitimées qui aient jamais existé. Et cela a toujours existé dans l'histoire. Et je pense que cela les terrifie. Cela crée donc un cercle vicieux. Moins ils ont de soutien et de consensus organique, plus ils doivent redoubler d'efforts, plus ils ont le sentiment de devoir redoubler d'efforts dans la propagande. Mais cela se retourne contre eux, car la propagande ne fonctionne que dans la mesure où elle est invisible, dans la mesure où l'on ne sait pas que l'on est soumis à la propagande. Et cela, historiquement, a été la force, le point fort des élites libérales démocratiques occidentales. Elles pratiquaient la propagande tout autant que les pays plus explicitement autoritaires, mais elles le faisaient d'une manière telle que les gens ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient soumis à la propagande. Et cela leur donnait en apparence beaucoup de soutien organique. Mais maintenant, ce système s'est effondré, en partie à cause de l'émergence des médias alternatifs, des réseaux sociaux, mais aussi pour d'autres raisons. Et donc ils redoublent sans cesse d'efforts en matière de propagande et de censure, mais cela ne fait que révéler de plus en plus la réalité. C'est donc une sorte de cercle vicieux en réalité, ce qui explique pourquoi, selon moi, ils sont de plus en plus contraints de recourir à la répression pure et simple et à l'ingérence électorale, comme l'annulation d'élections entières, comme nous l'avons vu en Roumanie, ou une forte ingérence dans les scrutins, en interdisant des candidats, en empêchant des gens de voter, etc., parce qu'ils perdent le contrôle du récit et ne peuvent plus déterminer l'issue des élections uniquement par la propagande. Et c'est pourquoi, à mon avis, nous assistons à cette escalade des pratiques antidémocratiques de la part des élites occidentales.
Oui, je veux dire, plus on perd le contrôle du récit, plus il faut réprimer durement la dissidence, parce qu'il faut établir ce type d'autorité. Mais ce que tu soulignes est très très important. Il faut bien montrer à quel point ce réseau de propagande est sophistiqué. Et c'est bien un réseau, avec des nœuds et de multiples moyens et niveaux, qui cherchent à faire en sorte que des personnes comme, disons, un Noam Chomsky, aujourd'hui, n'apparaissent plus dans ces réseaux universitaires. Parce que d'un côté, on veut s'assurer que ceux qui occupent ces postes disent les bonnes choses et que ceux qui pourraient dire les mauvaises choses ne soient pas dans ces postes. Et nous avons vu comment une de nos collègues, Ulrike Guérot, a été expulsée de l'université de Bonn. Nous voyons comment les universitaires sont soit marginalisés, soit complètement, ou en fait, vous savez, simplement réduits au silence. Et d'un autre côté, on remplit ensuite ces postes, n'est-ce pas? On s'assure que les personnes qui tiennent le bon discours, qui peuvent être invitées sur les plateaux télé et ainsi de suite, créent ce faux consensus et que ce sont elles qui obtiennent de la visibilité. Une question à propos de vos recherches. Avez-vous également trouvé des mécanismes de multiplication? Parce que vous savez, 25 millions d'euros, cela semble beaucoup, mais ce n'est pas tant d'argent que ça. Ce n'est pas suffisant pour financer 1 millier de chaires en Europe. Il doit donc exister d'autres mécanismes par lesquels on incite d'autres fondations à donner de l'argent ou quelque chose de ce genre. Je veux dire, encore plus percutant. D'accord. Eh bien, clairement, même si je me suis simplement concentré sur le programme Jean Monnet, je pense qu'il serait vraiment intéressant d'adopter une perspective plus large sur la manière dont les universités ont été radicalement transformées au cours des dernières décennies et sur la façon dont le financement par projet est devenu véritablement omniprésent dans le monde académique. Et bien sûr, la Commission européenne n'est qu'une source de financement parmi d'autres. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les enseignants et les universitaires doivent chercher des financements un peu partout, n'est-ce pas? Ils le font parce que les universités disposent de moins en moins de liquidités pour financer la recherche. Donc, si vous voulez mener vos recherches en tant qu'universitaire, comme vous le savez très bien, j'en suis sûr, on s'attend à ce que vous alliez chercher vous-même vos sources de financement. Et il ne manque pas de fondations privées, d'autres gouvernements ou d'institutions publiques prêtes à vous donner de l'argent. Il y a en somme beaucoup d'argent disponible. Et vous savez, c'est même encore pire. Juste pour que les personnes qui regardent comprennent bien de quoi nous parlons, ce n'est pas que l'argent va à l'université, puis que l'université choisit le professeur le plus compétent, qui reçoit ensuite l'argent et l'utilise. En réalité, c'est l'inverse. Le chercheur fait une demande de financement. Si vous obtenez la subvention, disons une subvention de 5 ans de 3 millions d'euros, alors vous allez voir l'université et vous lui dites « J'ai cette subvention ». L'université vous attribue une chaire et 1 million sur les 3 va à l'université parce qu'elle vous accueille, n'est-ce pas, pour couvrir ses frais. Les universités veulent donc des chercheurs qui arrivent avec une subvention. La pression repose donc vraiment sur les universités pour qu'elles obtiennent ces subventions lucratives, des personnes qui viennent avec de l'argent en main. Et cela sape toute l'institution et son mode de fonctionnement. Absolument. Non, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point cela a corrompu le monde universitaire. Parce que, comme le montre clairement le programme Jean Monnet, ces financements s'accompagnent de conditions très précises. Je veux dire, ils vous financent pour une raison. Et ce n'est pas par générosité. Ils vous financent parce qu'ils estiment que cela est politiquement utile d'une manière ou d'une autre.
Ils vous financent parce qu'ils pensent que vos recherches peuvent aider à valider la politique ou le récit qu'ils promeuvent. Et je pense que le pire, c'est que souvent, ce n'est pas comme si ils n'ont même pas besoin de vous le dire en face. Vous voyez? Ils n'ont pas besoin de dire « Voilà ce que vous devez écrire et voici l'orientation que vous devez donner à vos recherches. » Je veux dire, dans de nombreux cas, cela est indiqué de manière assez explicite dans les appels à projets eux-mêmes. Mais dans d'autres cas, le chercheur sait simplement quel biais il doit introduire dans sa recherche, quelle orientation il doit adopter et même quel sujet il est censé aborder. Si vous voulez obtenir une subvention de nos jours, quel que soit votre domaine, il existe certains sujets que vous pouvez inclure et qui attireront automatiquement l'intérêt de nombreux financeurs. Donc, bien sûr, surtout lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, si vous postulez pour un projet lié à la lutte contre la désinformation, en particulier la désinformation russe, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un financement que si vous soumettiez une demande de subvention pour un projet sur la désinformation ou la propagande de l'Union. Je suis presque sûr que si tu soumettais une proposition de subvention pour, disons, analyser la désinformation de l'U-Member dans les réseaux d'information actuels, les gens la regarderaient et diraient « Cela n'a aucun sens. C'est une contradiction en soi. Comment ça serait-il même possible? » Et c'est vraiment drôle. Dans le rapport, même certains de ces modules et cours sont présentés d'une manière qui n'a pas vraiment, qui ne semble pas avoir beaucoup de sens logique. Tout ce qu'ils semblent faire, c'est regrouper des choses et cocher toutes les cases qui sont censées cocher. Oui, c'était juste, tu sais, du grand jargon, du grand discours, on y met tout. L'un de ceux que j'ai vus, je crois, portait sur « Oui, nous voulons étudier comment la désinformation et la désinformation étrangère influencent le changement climatique et le déni du changement climatique. Et comment cela alimente, tu sais, autre chose. » Et cela n'avait tout simplement pas beaucoup de sens. Tu te rends compte qu'en fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'était simplement cocher le plus de cases possible pour obtenir le financement. Et je pense vraiment qu'en fin de compte, cela montre simplement à quel point, oui, à quel point tout ce système est corrompu. Donc oui, peut-être que comme prochain projet, il serait intéressant d'élargir le champ à l'ensemble du financement académique, car je pense que nous découvririons beaucoup de choses à la fois extrêmement intéressantes et troublantes. Mais au-delà du montant d'argent et du nombre de professeurs qui sont sur la liste de paie de l'UNMM ou qui reçoivent de l'argent de telle ou telle fondation, je pense qu'il faut se concentrer sur la manière dont cela crée un effet dissuasif plus large dans le monde universitaire, comme c'est le cas dans les médias et ailleurs, et sur la façon dont cela favorise une forme plus généralisée d'autocensure parmi les universitaires, tout comme c'est le cas chez les journalistes. C'est un mécanisme très similaire. Vous ne recevez peut-être pas de financement aujourd'hui, mais bien sûr, vous ne voulez pas compromettre la possibilité d'en recevoir demain. Cela vous influence donc inévitablement, et je dirais presque inconsciemment, même si vous êtes quelqu'un de concentré sur votre propre progression académique et professionnelle. Nous le sommes tous, bien sûr. Vous commencerez presque imperceptiblement à vous aligner sur le récit dominant, parce que vous savez que vous en écarter compromet vos chances d'obtenir un financement à l'avenir. Et cela crée vraiment une sorte d'effet d'homogénéisation à travers tout le monde académique. Je pense que lorsqu'on regarde ce que le monde universitaire est devenu, c'est très clair. Il y a, je veux dire, de moins en moins de voix critiques au sein du milieu académique. Je pense donc que ce passage d'un financement public sans condition pour les universités à ce modèle de financement basé sur des projets
a essentiellement servi à affaiblir progressivement et, en fin de compte, à tuer le monde académique en tant que lieu de pensée indépendante, de recherche ouverte, de quête de la vérité, où qu'elle mène. Vous savez, au risque de paraître un peu naïf, c'est de cela que devrait relever le monde universitaire. Et bien sûr, on pourrait dire que cela n'a jamais été entièrement le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons l'ancien modèle universitaire, qui au moins essayait d'y aspirer, devenir plus corrompu que jamais. Et je pense que cela montre simplement qu'ils ne laisseront vraiment aucune pierre non retournée dans leur quête et leur poursuite du pouvoir. Vous savez, c'est particulièrement corrosif, bien sûr, dans les disciplines discursives, comme la science politique, qui, soit dit en passant, est selon moi un abus de langage. Je ne pense pas qu'on doive appeler cela la science politique. Nous devrions dire les études politiques. Il n'y a rien de scientifique dans ce que font les politologues. Il y a des interprétations de ce qui se passe et des analyses. Mais nous devrions réserver le mot « science » aux sciences dures. Mais laissons ça de côté, même si c'est peut-être une autre question que j'ai. Dans le cadre du programme Jean Monnet, dans ces demandes de subventions que vous avez examinées, combien relevaient explicitement des sciences sociales et des humanités, et combien des sciences dures? Parce que, vous savez, corrompre les sciences quantiques est très difficile, car il existe un niveau plus élevé d'objectivité dans ce domaine. Mais faire cela avec des professeurs en sciences politiques, eh bien, là, tout dépend du cadrage, n'est-ce pas? Même les gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui se disent experts parce qu'ils savent à quel point la Russie est mauvaise, puis qui expliquent à tout le monde à quel point elle l'est, c'est censé être de l'objectivité. Mais comment se fait la division à ce sujet à Jean Monnet? Ainsi, comme on pouvait s'y attendre et comme nous le soulignons, les disciplines qui reçoivent le plus de financement sont les études juridiques, les études politiques et administratives, ainsi que les études économiques. Ce sont essentiellement ces trois domaines, les études discursives, les sujets liés aux politiques publiques comme on peut l'imaginer, car oui, ce sont ceux qu'il est le plus facile d'influencer. Ce sont ceux qui ont le plus grand impact sur le discours public, comme vous le disiez. Et puis bien sûr, ce sont aussi les disciplines que choisissent les personnes qui souhaitent intégrer la machine bureaucratique bruxelloise. Donc en somme, ce que vous faites également à travers ce programme, c'est forger la future armée bureaucratique de l'UE. Et donc, encore une fois, évidemment, si vous voulez travailler pour les institutions de l'UE, vous devez étudier certaines matières. C'est évident. Mais le problème, c'est que nous avons des milliers de jeunes qui intègrent ces institutions avec peu ou pas d'esprit critique. Cela devient donc une sorte de machine auto-entretenue et l'on crée une élite de plus en plus homogène, formée à tout prendre pour acquis. Elle est formée à ne pas réfléchir de manière critique à l'Union européenne. Et c'est un aspect du problème. Et bien sûr, ces dernières années, ce sont ces matières qui reçoivent le plus de financement. Nous avons constaté une lente augmentation du financement des disciplines liées au STEM et aux autres sciences dures ces dernières années. Mais cela ne représente toujours pas une part importante du programme Jean Monnet. Cela ne signifie pas pour autant que ces sciences plus rigoureuses ne sont pas, dans une certaine mesure, soumises à des formes similaires d'influence extérieure et de corruption. Évidemment, le principal programme de financement de la recherche véritablement scientifique dans lui-même est le programme Horizon, censé soutenir la recherche fondamentale, et donc, bien sûr, de nombreux travaux liés au STEM. Mais en réalité, si l'on examine une grande partie des projets financés dans le cadre d'Horizon, on peut constater qu'il existe également un biais politique extrêmement flagrant dans bon nombre de ces subventions.
blatant political bias in a lot of those funds as well. And so, while I was doing Pendant que je faisais mes recherches pour le mémoire sur les ONG, je suis tombé sur de nombreux projets liés à la lutte contre la désinformation, impliquant à la fois des ONG et le milieu universitaire. Je me suis concentré sur le volet ONG, mais je me souviens avoir vu, par exemple, que l'IA était déployée pour soi-disant contrer la désinformation étrangère, n'est-ce pas? Donc il y a des jeunes qui travaillent sur ce qu'ils espèrent être de l'IA de pointe, dont les connaissances sont aussi d'une certaine manière utilisées comme une arme et orientées vers ces problématiques. En fait, on peut aussi corrompre les sciences dures si l'on prend ces recherches et qu'on les transforme en outils de combat. Et on voit beaucoup de cela se produire également dans les sciences dures. No question, and this is certainly going on, and especially. Aucune question. Aucune question. Cela se produit certainement. Et surtout, si je suis presque sûr que si nous examinions réellement le financement Horizon, nous trouverions pas mal de recherches qui pourraient être rendues utiles, d'une manière ou d'une autre, pour certains des objectifs avec lesquels des personnes comme Sean Mooney et d'autres seraient certainement d'accord. Donc, pour conclure, que diriez-vous qu'il faut faire pour corriger ce type de propagande ou de déformation, non seulement de l'espace de l'information, mais aussi de l'espace de la connaissance? Not only of the information space, but of the knowledge space. Yeah, I'll get rid of the EU. That would be Oui, ou se débarrasser de l'UKERM. Ce serait un bon pas en avant. Mais si nous voulons être un peu plus réalistes à court terme, je pense qu'au minimum, nous devrions exiger que les subventions soient attribuées sur la base du mérite, de la qualité de la recherche, et non de l'orientation politique de l'enseignant ou du projet concerné. Je veux dire, cela devrait être la revendication la plus élémentaire que nous formulons. Cette politisation insensée du monde universitaire doit être maîtrisée car elle a un effet incroyablement destructeur. Because it's having an incredibly destructive effect, and so I think, one could, Et donc, je pense qu'on pourrait suggérer, je ne sais pas, que nous avons besoin de comités plus indépendants, par exemple, des comités qui attribuent cet argent, qui évaluent ces programmes. Vous savez, ça pourrait être une voie à suivre. Créons au moins quelques comités relativement indépendants qui jugent ces programmes, car aujourd'hui tout cela est très lié à la politique. Il n'y a pratiquement aucune distinction entre les institutions politiques et celles qui distribuent les financements, et cela, à mon avis, est tout simplement inacceptable. Je pense donc qu'il faut vraiment résister à cette instrumentalisation du monde universitaire comme outil de propagande. As a tool of propaganda, and I think there are various ways we can do that. Et vous savez, je pense qu'il existe plusieurs façons d'y parvenir. Mais je crois qu'en général, nous devrions vraiment tous nous lever pour défendre l'indépendance du monde académique, car c'est l'un des piliers fondamentaux de la société moderne. Je veux dire, si nous perdons une recherche et un enseignement indépendants, alors nous perdons tout. Ce sont eux, les futurs acteurs, ceux qui sont aujourd'hui dans le milieu universitaire, les jeunes qui y étudient, qui sortiront demain dans la société. Et s'ils sont déjà conditionnés au sein du monde académique à devenir des citoyens bien pensants, sans aucune pensée critique, alors je pense que nous sommes tous fichus. Il ne restera plus de pensée critique à l'avenir. There will be no critical thinking left in the future. You're absolutely right, research funding. Tu as tout à fait raison. Tu sais, le financement de la recherche doit, tout comme la justice, être aveugle. Il doit partir d'une position neutre, puis évaluer le projet, et non pas commencer avec un objectif prédéfini. Et si quelqu'un se demande s'il existe des endroits où cela est bien fait, je dirais que le Japon en est un bon exemple. Le financement y est extrêmement impartial, et c'est pourquoi, dans tous les domaines imaginables, on trouve des experts japonais. Parce qu'ils ont réussi à obtenir des financements et à faire progresser leurs recherches. C'est vrai, oui. Thomas, pour les personnes qui souhaitent lire davantage de tes travaux, je les orienterai vers ton Substack et ton compte Twitter.
Y a-t-il un autre endroit où l'on peut te suivre? Your Twitter, is there any other place to follow you? C'est à peu près l'endroit où je passe mon temps ces jours-ci. Okay, I'll put D'accord. Je mettrai ça dans la boîte de description ci-dessous. Tout le monde, allez découvrir le travail de Thomas Fazi. Thomas, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. very much for your time today. Thank you. Merci Pascal, c'est un plaisir.